Bonjour, soyez les bienvenus. Très heureux de vous retrouver sur Droit Citoyen. Aujourd'hui, nous sommes dans la commune de Roche-la-Molière. Nous sommes accueillis dans le bureau de la mairie de notre maire de la commune. Il s'agit d'Éric Berlivet. Éric Berlivet, bonjour. Et bonjour. Bienvenue donc sur Droit Citoyen, c'est une première. On est dans votre bureau. Alors déjà, merci de nous accueillir dans votre commune et dans votre bureau. Je vois que c'est très bien décoré. Comment on aménage son bureau, puisque je suis là dans votre bureau? On choisit les choses ou alors on garde ce qu'il y avait déjà avant quand on arrive? Ah non, quand je suis arrivé, déjà, aujourd'hui on respecte les gestes barrières, oui, on a une distance d'au moins 3 mètres l'un de On l'autre. a quand même enlevé le masque. On a enlevé le masque parce que c'est compliqué pour se parler. Et effectivement, quand je suis arrivé en 2014, eh bien, j'ai enlevé tout ce qui était à l'intérieur et j'ai amené des affaires à moi, personnelles. Donc tout est à moi dans ce bureau. Ce qui est derrière moi dans la bibliothèque, ou le mobilier sur lequel on est assis, ou les tableaux qui sont sur les murs, tout est à moi. Voilà. Quand on est maire, on reste combien de temps à peu près dans une journée dans son bureau? Oui, c'est pas une journée type parce que je pense que Non. vous allez sur le terrain, vous allez. Il n'y a rien de standard, hein. Il n'y a Ouais. pas de standard. Mais c'est un endroit où on passe beaucoup de temps. Oui. On reçoit les gens, comment ça se passe? Eh ben, juste un chiffre, entre 2014 et 2020, ici, dans ce bureau, 1200 personnes. 1200 personnes. Ouais, 1200 rendez-vous individuels. Voilà, c'est juste un chiffre pour donner un petit peu un exemple. Et la question qui est traditionnelle, puisqu'on est quand même en train de vivre une drôle d'époque, Ouais. comment ça se passe, vous, au niveau de la santé par rapport au Covid? Ma santé à moi ou la Oui, santé oui. régionale? Non, non, la vôtre, la vôtre. Ah, alors ça doit faire une dizaine d'années que j'ai pas vu de médecin. Bon, c'est bon signe. Je touche du bois, hein, et puis voilà, donc je me lève tous les matins et je fais pas de sport. Le sport, c'est la mairie. Alors, on va revenir un peu en arrière. Comment vous avez vécu ce mois de mars, cette campagne un peu spéciale et cette élection au premier tour? Vous y attendiez à être réélu au premier tour? J'avais fait mes petites, voilà, Calcul. j'avais un petit, voilà, je pensais pas qu'on soit si haut, mais j'espérais le premier tour. Mais effectivement, avec 5 listes, c'était pas évident. Et puis ils nous ont pas fait de cadeau du tout. Donc voilà, on a fait le boulot et on est passé au premier tour. Donc c'était l'avantage qu'il n'y ait pas de deuxième tour et qu'on a pu être opérationnel Tout de immédiatement suite. pour gérer le confinement. Justement, ça a été compliqué à gérer. Comment on l'a fait? Parce qu'on part de zéro, j'ai envie de dire. Comment on gère une crise pareille qui est sans précédent? Et ben en fait, on a commencé une réunion de crise le vendredi avant les élections, le vendredi soir, où le président a annoncé qu'on était en guerre. Donc c'était pas simple. Contre la maladie. Hein. Contre la maladie, mais ça pouvait laisser aussi sous-entendre d'autres choses. Et donc on a tout de suite mis en place une organisation pour que on soit opérationnel le lundi, le lendemain des élections. Donc on n'a pas eu le temps de savourer notre victoire, qu'on était déjà au travail sur le terrain pour gérer la résidence de personnes âgées, pour gérer les crèches, tous les services à la personne. Donc forcément, il fallait trouver des process, une organisation pour que le service public continue d'une façon différente dans une situation inédite où on n'a pas de mode d'emploi, où on n'a pas de solution pré-mâchée. Donc il a fallu être innovant. Et les services, les élus, enfin tout le monde a joué le jeu et puis on a été efficace. Ça a Et bien là, fonctionné. on prenait les instructions directement à la préfecture. On prenait les instructions où il y en avait, Ouais. donc on se débrouillait. On n'a pas des choses à respecter par rapport à la préfecture. Il y a pas Non, on nous donne les interdictions, mais on ne Ouais. nous donne pas ce qu'on peut faire. Donc on a trouvé des solutions. Un exemple concret, par exemple, la résidence. Au bout de 15 jours, on commençait à sentir que les résidents commençaient à être isolés, à plusieurs personnes, les personnes âgées, ouais, isolées, complètement fermées dans un endroit complètement étanche. Donc le lien social est important pour les personnes âgées. Eh ben, on a mis en place un parloir. On a été les premiers en France à faire ça. Et ça a été relayé de partout, dans toutes les communes, etc. Donc ça, c'était la première chose. Et puis d'autres choses aussi, dans la même période, on a été les premiers à distribuer des masques aux personnes de plus de 70 ans, au moment où personne ne parlait de masques. Donc on était les premiers à distribuer les masques de Charlieu. On était les premiers livrés d'ailleurs. Et comment ça s'est passé là? Vous avez pris le téléphone et vous avez Non. appelé l'entreprise pour acheter des masques? Comment ça se passe? Alors concrètement? bah oui, c'est système D ça. Donc, on a eu les masques tout de suite, on a été livrés tout de suite. Et puis c'est les masques serpillères entre guillemets hein, qu'on a reçus. Je dis ça parce que tout le monde comprend, mais en même temps il n'y avait rien d'autre. Et donc on a reçu, on a proposé aux habitants de téléphoner pour savoir s'ils étaient intéressés, et ils nous téléphonaient et on les livrait le lendemain dans leur boîte aux lettres pour garder les gestes barrières. Tout ça, ça a entraîné des frais aussi.
Est-ce que c'est des choses qui, bien sûr, n'étaient pas budgétées? Non. Il faut refaire le budget? Comment ça se passe aussi au niveau des finances? Non, mais on change, on déplace des budgets? Oui, bah ça c'est du montage. On essaye de. Il y a des choses qu'on n'a plus fait, où on a réorienté et puis on a adapté. Et il faut être très réactif dans ces cas-là. Mais on est dans des sommes qui étaient modestes à ce moment-là. On n'était pas dans des sommes extravagantes. Donc. Est-ce qu'avec le recul, on parle aujourd'hui d'une deuxième vague? Même si c'est peut-être la première qui se continue. Est-ce qu'il y a des choses que vous allez faire différemment? Est-ce que vous anticipez les choses? Comment ça se passe aussi au niveau des semaines et des jours qui viennent? Ben, là, on passe dans une zone un peu compliquée. Là, donc on va s'adapter. On a l'expérience maintenant du confinement. Et ben, on va trouver des solutions en permanence. Maintenant, on est un peu rodé. On a les agents, les équipes, tout le monde a un peu l'habitude. Donc on va s'adapter aux contraintes du quotidien. Est-ce que vous pensez qu'on va aller peut-être vers un reconfinement ou alors c'est quelque chose qu'on ne revivra pas? Je sais pas, je ne suis pas journaliste. Ah, ça tombe bien, moi non plus. Non, mais dans le ressenti, je ne sais pas, vous avez plus de contacts que moi? Oui, dans mon ressenti, non, mais après... Vous avez vu la préfète hier, donc vous avez peut-être je l'ai vu tout à l'heure, là, oui. Mais c'était sur un autre sujet, mais néanmoins, je ne sais pas ce qu'on va nous imposer. Néanmoins, là, aujourd'hui... les salles fermées, les salles de sport, les salles polyvalentes, tout ce qui voilà. Alors, sauf les saisons culturelles, a priori, les spectacles continuaient, le cinéma aussi, mais tout ce qui est rassemblement, gymnase, sport, etc., c'est terminé pour l'instant. Officiellement pour 15 jours, à mon avis, pour au moins un mois, mais je ne présage pas de l'avenir. Quoi qu'il en soit, il faut être vigilant, effectivement. Et on est tous concernés par des gens qu'on connaît de près ou de loin qui connaissent des cas de Covid. Oui, il y en a de plus en plus. Donc, on en a de plus en plus. En fait, quand au mois de mars, on voyait ça très lointain. Aujourd'hui, on est concerné directement ou indirectement. Beaucoup de jeunesse, beaucoup de jeunes, asymptomatiques ou couchés. Mais néanmoins, les retours qu'on a du CHU ne sont pas florissants, quoi. Économiquement, dans votre commune, quels ont été les retours que vous avez eus? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été obligés de mettre la clé sous la porte? Est-ce qu'il y a des gens que vous avez aidés? Comment ça se passe aussi au niveau économique? Oui, alors les commerçants, c'était catastrophique. Les restaurateurs aussi. Les restaurateurs obligés de fermer. On a créé une page pour stimuler un petit peu les ventes, parce qu'ils ont pu faire de la vente à emporter. Donc ça fait évoluer un peu les choses. Mais c'est compliqué, ouais, c'est compliqué. Donc... on avait des complications à ce moment-là et les indicateurs que j'ai, moi, c'est à peu près une perte de 30% pour la plupart des entreprises en termes de volume d'affaires. Pour Zodiac, par exemple, qui est dans l'aéronautique, tous les contrats à durée déterminée ne sont pas renouvelés, il y a des départs volontaires et puis redémarrage de l'activité a priori en 2025. Donc il y a des conséquences effectivement sur les entreprises. Nous, on a 1600 salariés sur la commune et forcément, il y a des conséquences sur les salariés. Quel est le pouvoir du maire? Il peut aider les entreprises, les restaurateurs? Il peut, financièrement, je parle là. Financièrement, non. On ne peut pas développer, ouvrir des enveloppes? Non, parce qu'en fait... J'ai vu qu'à Saint-Chamond, il y avait une enveloppe qui avait été ouverte. Oui, mais c'est des villes riches, ça. Ouais. Nous, on fait avec ce qu'on a. Et non, par contre, on les a aidés d'une façon différente, où on a stimulé la population à justement rentrer dans la solidarité et d'aller consommer chez eux. Malgré que le commerce soit fermé, ils ont pu commander, consommer et ils ont été livrés. Donc voilà, ça s'est bien développé dans la vente de repas à emporter. C'était une autre façon de travailler, mais ils ont passé ce moment difficile. Donc on peut parler de solidarité entre les gens de la commune? Entre habitants, oui. Ouais. Alors la solidarité était très forte, avec beaucoup de volontariat, beaucoup de gens qui se proposaient pour rendre service aux autres, pour aller rencontrer les seniors, pour aider à faire les courses, des choses comme ça. Donc ça fait du baume au cœur, quoi. Ça fait plaisir. J'imagine aussi que la commune, elle fait quand même pas mal de volume d'achat. Est-ce que ça a changé aussi les habitudes de vos services de consommation et d'achat? Non. On est toujours économe. Ouais. On a toujours la même logique de travail. Donc c'est toujours à peu près la même façon de faire. Donc ça n'a pas trop changé à ce niveau-là. Quand on se projette maintenant dans l'avenir, qu'est-ce que vous pouvez proposer justement à vos concitoyens? Est-ce qu'il y a des plans? Est-ce qu'il y a des idées? Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui vont se mettre en place pour l'avenir? Puisqu'on voit qu'avec on est en fin septembre, on voit que ça va être de retour compliqué, notamment pour les restaurateurs et les bars. Est-ce que là aussi on a anticipé? Est-ce qu'on a prévu des choses? Alors les plans et les idées, on les a proposés en mars pour les élections. Donc maintenant on les déroule. Ouais. Donc on est parti sur 6 ans alors. On est parti sur 6 ans, mais on va les adapter, parce qu'il y aura peut-être des contraintes qui n'étaient pas prévues, comme le Covid, ce n'était pas prévu dans le programme, ça.
Donc et forcément, on va adapter, en gardant le cap qu'on s'est fixé, les actions en ce qui concerne la jeunesse, les seniors, le service aux familles, l'urbanisme, l'amélioration du cadre de vie, de ne pas continuer comme ça se faisait par le passé, à augmenter les impôts tous les ans. Donc nous, depuis 2014, on a stabilisé, c'est-à-dire on n'a pas eu d'augmentation d'impôts depuis 2014, malgré les contraintes budgétaires, financières, techniques. Donc on est toujours sur ce même objectif. Donc on garde le cap. Au niveau culturel, on en a un petit peu parlé. Au niveau des équipements sportifs, ça va se passer comment les saisons de football, admettons, ou de basket, ou d'autres choses? C'est terminé, là, ou alors ça va être en suspens? Comment ça se passe, là aussi? Ah non, ça a démarré, là. Ça a démarré, mais là... Oui, mais là, on est de retour dans une zone là, on est de rouge, retour donc, dans une suspension d'activité pour les 15 jours qui viennent. Donc, je ne sais pas ce que demain sera fait. On s'adapte. Personne. C'est compliqué. Donc, quoi qu'il en soit, on essaie, nous, de donner toutes les possibilités aux associations en respectant les contraintes sanitaires qu'on nous impose. Donc, pour que tout soit au clair. Est-ce qu'il y a des manifestations où vous êtes obligé d'annuler? Ah oui, beaucoup. Comme la foire en général début septembre? Oui, la foire agricole a été annulée. Les repas de l'amitié, enfin une multitude d'animations, d'activités qui étaient prévues, qui ont été annulées. Là aussi, il y a beaucoup d'associations qui se financent par ces événements. Oui. Comment ils vont pouvoir survivre? On va essayer de les accompagner, on va faire des efforts. Mais par contre, on a créé des animations pendant le confinement que personne d'autre n'a fait. C'est-à-dire qu'on a quand même fait la fête de la musique. On l'a fait dans la cour du château, en direct, retransmis sur les réseaux sociaux et sur la chaîne locale. Et puis, on a aussi fait le feu d'artifice pendant le 14 juillet. On était rares, les communes qui l'ont fait. On l'a fait avec une retransmission radio. Donc, les gens mettaient la radio chez eux et ils avaient le spectacle au-dessus de chez eux. Donc, ils ne sont pas sortis, mais ils ont eu le spectacle pyrotechnique audio avec le son et la lumière. C'était assez original, mais ça a bien fonctionné. Donc, si j'ai bien compris, Roche-la-Molière, c'est la commune qui s'adapte. Ah ben oui, on est tout terrain. On est tout terrain. On s'adapte. En fait, il faut être vachement réactif et être tout terrain. Et le seul impératif, l'objectif numéro 1, c'est que les habitants se sentent bien dans leur commune, qu'on facilite leur quotidien et qu'ils aient un environnement agréable. L'environnement, c'est pas que... Il y a l'urbanisme, la verdure, etc. Mais l'environnement où il y a tous les services à proximité. On a de la santé, de quoi manger, de quoi se restaurer, de quoi faire du sport, de la culture, qu'on ait tout sur place pour que les gens se sentent bien à vivre et qu'il y ait tous les services possibles. C'est ça l'objectif. L'actualité, c'est bien entendu le Covid. Hier, on a appris que la foire Saint-Étienne était annulée. Ouais. Quelle est votre réaction? Je sais que par le passé, vous aviez eu un stand à la foire Saint-Étienne. Oui. Comment vous voyez ça avec votre œil de maire? Alors mon œil de maire et mon œil d'homme, parce que j'ai fait pas mal d'années, j'étais présent à la foire dans plein d'activités différentes où ma carrière a fait que je suis allé souvent. On a fait un stand il y a quelques années et puis je connaissais bien les organisateurs, le fonctionnement. J'étais pas pour la reconstruction parce que ça coûte cher à la collectivité. Et l'exploitant a investi une partie, mais la collectivité a investi une très très grosse partie. Et donc, ils ont un contrat qui est très agréable et ils peuvent voir l'avenir sereinement. 30 ans, c'est, je crois. Hein. Ouais. Et donc je me suis abstenu parce que je n'étais pas d'accord par rapport à cette logique-là. Mais par contre, ce qui est important, c'est d'avoir une foire dynamique importante, c'est d'avoir des salons aussi pour faire vivre la métropole stéphanoise et puis Saint-Étienne, parce que c'est important qu'on ait une ville forte. Si on n'a pas une ville-centre forte, eh ben, toutes les villes autour ne peuvent pas rayonner de la même façon. Donc c'est important que Saint-Étienne ait une très bonne santé financière, une très bonne santé attractive, une très bonne santé immobilière, une très bonne santé sur les événements. Et j'ai peur que le concept que GL Events va amener, avec des tarifs qui ne seront plus les mêmes pour accueillir des salons, les petits salons qu'on avait. Il y a quelques années, moi, je m'étais débrouillé pour que le salon Bois Énergie vienne sur Saint-Étienne. C'était un salon qui grainait tous les professionnels du bois et du chauffage par bois, etc. Et aujourd'hui, il n'est plus là. C'est un beau salon. Enfin, il y avait d'autres salons, il y a d'autres événements. Moi, j'avais organisé un salon pour les entrepreneurs, un salon pour les artisans. Donc, l'événementiel, c'est un univers que j'apprécie, que j'aime faire aussi. Et j'ai peur que on n'ait pas assez que l'outil soit trop cher pour du petit salon où on sait que les salons coûtent très cher et que c'est difficile pour faire venir des exposants parce qu'après, in fine, le modèle économique est compliqué. Pour les artisans, mettre 1000 € pour un stand, c'est compliqué, quoi. C'est cher. Donc, voilà, il faut
il faut essayer de trouver des solutions. Mais moi, je suis très déçu pour la fermeture de la foire. C'est une catastrophe économique. Hein. Notamment pour par les contre, il y avait une exposants. alerte quand même, parce qu'on a vu qu'à Lyon, ça a été annulé il y a un moment, à Clermont aussi. Roman. Donc, à Romans, enfin, sur d'autres foires ont été annulées. Donc, les organisateurs auraient pu être alertés, parce que plus on attend, plus ça coûte cher. Hein. Donc là, à 2 jours de l'ouverture, tout le monde avait pratiquement finalisé son aménagement. Eh ben, je veux dire, c'est moralement épuisant. Et puis les entrepreneurs qui ont... enfin, les petits commerçants, les entreprises locales qui... Ils avaient fait beaucoup de stocks, d'après ce que j'ai compris. Ben, ils ont fait du stock. Pour essayer de récupérer un peu les chiffres perdus pendant le ben, ils ont confinement. perdu alors, pendant le confinement. Avant, c'était les gilets jaunes, les manifestations. Enfin, voilà, il y a eu beaucoup de choses qui se sont cumulées où c'était très compliqué. Il y a quelques années, moi, j'étais commerçant aussi sur Saint-Étienne et j'étais même président de l'association des unions commerciales qu'on avait créée avec des amis. On avait réuni 13 associations de commerçants sur Saint-Étienne pour faire une grosse association. C'était il y a quelques années, hein, ça date un petit peu maintenant. Donc je connais bien le tissu commercial stéphanois, parce que je l'ai vécu et je l'ai fait vivre aussi. Donc on voit que le centre-ville est en déclin, évidemment, mais moi je ne vais pas faire d'ingérence dans ce qui se passe à Saint-Étienne. J'aurais eu une autre stratégie, mais voilà, moi je suis à Roche et on jugera sur les chiffres de Roche dans quelques années. Pour rester dans les salons, on dit souvent que les salons, ça amène des gens, donc ça fait consommer dans les restaurants. On parle aussi beaucoup d'hôtellerie. Est-ce qu'une ville, une commune comme Roche-la-Molière, elle a des hôtels, elle est en capacité d'accueillir ces gens-là? Alors, on n'a pas d'hôtel, mais on a une forte demande de... Alors, les gîtes, ils sont débordés, mais il y a un besoin et de restaurants et d'hôtels. Parce qu'on a la demande, il y a 1600 salariés, il y a des entreprises autour, et il y a un besoin. Donc, ils vont sur Saint-Étienne, parce que maintenant, il y a des beaux hôtels, il y a des restaurants aussi sympas, on a des petits restaurants aussi sur la commune. Mais on vit ensemble, donc on est sur le même bassin de vie. Donc, que ça fasse travailler Saint-Étienne ou peu importe, pourvu que ça fasse travailler le sud du département, on est là les uns avec les autres. Il faut qu'on bosse ensemble. On a notre particularité sur nos communes avec nos contraintes, mais chaque commune a sa contrainte. Mais nous, on a vraiment besoin d'avoir une ville forte centre. Roche-la-Molière, elle travaille beaucoup avec Saint-Étienne ou alors elle travaille plus avec Firminy, elle est plus tournée vers l'Andenne? Ça dépend pourquoi. Ça dépend des sujets. Avec Saint-Genéla, par exemple, on bosse ensemble, on mutualise. Vous avez des outils en commun, j'ai vu. Oui, on a acheté une balayeuse ensemble, on fait des actions collectives, on fait des conventions avec les associations qui sont sur nos 2 communes. On est vraiment sur le bassin de vie. Sur la partie stéphanoise avec laquelle on travaille, où on vit le mieux, c'est avec Saint-Victor. Parce qu'à Saint-Victor, il n'y a pas grand-chose, donc tous les gens de Saint-Victor viennent sur Roche. Et c'est très bien comme ça se passe bien. Ils viennent faire du sport sur Roche, ils viennent consommer sur Roche, ils viennent voir les médecins sur Roche ou les professionnels de santé, ils viennent à l'école de musique, ils viennent... Voilà. C'est plus compliqué que d'aller à Saint-Étienne. On est dans le commerce aussi. Je voulais que vous me parliez d'un projet que j'ai beaucoup aimé quand vous m'en avez parlé il y a quelques semaines, qui se situe juste en face. Vous avez fait une démolition et là on est en train de construire un tout nouveau bâtiment. Et il va y avoir un commerce qui va être en rez-de-chaussée. Est-ce que vous pouvez un peu m'expliquer ce qui va se passer? Alors dans le renouvellement, donc là on a une maison, un bâtiment qui est complètement rénové. On a gardé les pierres pour garder l'aspect historique de la ville, hein, avec le château qui est à proximité. Et donc on fait des logements pour les seniors là. Donc logement accessible en fonction des revenus, etc. Pour qu'on ait une bonne mixité au centre-ville, que ce ne soit pas uniquement les riches qui soient au centre-ville, ou uniquement les pauvres, ou uniquement les jaunes, les violets et les rouges. Moi, je veux de la bonne mixité et que les minorités ne soient pas forcément mises en avant, mais que les minorités fassent un ensemble. Et ça, c'est la première chose. Que tout le monde fasse partie du projet. Voilà. Et donc, au rez-de-chaussée, il y a une partie du rez-de-chaussée qui va être utilisée pour faire une halle de producteurs. Donc, on est en train de travailler sur le sujet avec mes collègues pour qu'on puisse, dans quelques mois, dans quelques temps, mettre à disposition des producteurs locaux pour qu'ils puissent venir vendre leurs produits. Et sur la petite placette qu'on a faite, le marché va commencer ici, finira à l'espace où il est habituellement, parce que l'objectif, c'est de développer le marché aussi pour qu'il soit encore plus agréable, plus spacieux, avec plus de choix. Le local pour les producteurs, ça sera tous les jours ou il y aura certaines horaires? Aujourd'hui, j'ai pas de réponse parce que c'est eux qui vont co-construire le projet. Donc, on est vraiment à la genèse du projet parce qu'on devait le faire, mais il y a eu le confinement, tout a été décalé. Donc, on est sur le bon rail, mais l'objectif, c'est ça. Ouais. Et dans les prévisions, c'est quelle date l'ouverture? Il n'y a pas de date. Pourvu que ça se fasse dans un an, ça serait l'idéal. Ouais, si on peut le faire dans un an, une fois que... De toute façon, on est en construction, il y en a encore pour un moment. Donc,
Dès que ça sera terminé, ça ira mieux. On est dans le commerce, on y reste. Moi, je vous ai demandé votre avis sur la foire. On a un événement à Saint-Étienne dont tout le monde parle depuis 6 ans. Il y a les pour, il y a les contre, il y a les sans opinion. Ouais. Le style, je sais que vous l'avez visité avant l'ouverture. Quel est votre point de vue en tant qu'ancien commerçant, en tant que responsable? Vous tenez maintenant les cordons de la bourse, vous avez un avis. Quel est votre avis? Alors nous, on ne sera pas touché ou impacté sur la commune par rapport au style. Je pense que le style s'adapte aux besoins du client. Donc s'ils sont installés ici et s'ils ont fait ce bâtiment-là, c'est qu'il y avait une demande. Les investisseurs ne vont pas aller construire un bâtiment si derrière il n'y a pas un besoin. Donc forcément, il y aura des friches commerciales. Forcément, Saint-Chamond, Villars, la Fouillouse vont être impactés. Parce que c'est déjà. Ça a déjà commencé. Donc c'est la zone de chalandise. On voit le démarrage avec une foule importante. D'ailleurs, il n'y a pas de problème de confinement au style. Il y en a peut-être à la foire parce qu'il ne faut pas payer personne. Les masques ne sont pas obligatoires d'après les images que j'ai pu voir. Ah si, les masques sont obligatoires. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas le masque sur les vidéos. Un problème de contrôle, ça. Mais bon, en tout cas, c'est un super outil. Il y a beaucoup de restaurants. Le parking est gratuit. L'environnement est facile. Donc on sort de l'autoroute, on y va. Et puis la nouveauté. Et puis de la nouveauté. Donc, alors moi, j'ai un retour d'expérience, par exemple, à Angers, qui est un centre commercial équivalent qui s'appelle l'Atoll, en périphérie de Angers. J'étais ce week-end avec un élu d'Angers qui est à la mairie d'Angers, et je lui ai demandé son avis justement par rapport à ce centre commercial de périphérie qui est la même typologie, pareil, hyper design, nouveau, contemporain, avec plein d'animations, des restaurants, des machins, des trucs, enfin tout ce qu'il faut, la même chose. D'ailleurs, l'Atoll, au niveau de l'architecture, c'est exceptionnel, c'est magnifique. Un peu comme style aussi, c'est sympa c'est pour ça que ça m'a fait penser nouveau, Eh bien, il souffre. C'est en perte de vitesse et ça fait 5-6 ans que ça existe. Donc c'est tout nouveau, c'est tout récent. Il y a la même chose à Metz. À Metz, c'est pareil. Enfin, voilà. Donc, on est sur un souci, je pense, à moyen ou long terme. En plus, les enseignes qui ont été mises à style, c'est pas il n'y a pas comme à Confluence à Lyon des locomotives un peu comme l'Apple Store ou d'autres magasins qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc ils sont adaptés à leur créneau, à leur potentiel client. Donc, mais en tout cas, c'est un bel outil. Et justement, quelle solution pourrait attirer aussi du monde dans les centres-villes? Puisqu'on a l'impression qu'il se passe quelque chose au détriment d'autres choses. On n'a pas l'impression que... On parlait de solidarité en début d'émission. Ouais. On n'a pas l'impression que c'est complémentaire. On a l'impression qu'on vide pour créer autre chose. Ouais, comme on a vidé des places à Saint-Étienne pour déplacer sur Château-Creux. De toute façon, la consommation en ville a évolué. Aujourd'hui, si on a fait fuir les voitures du centre-ville, donc déjà c'est le premier problème. On a des transports en commun qui se développent, mais qui vont peut-être pas encore plus loin que ce qu'il faudrait faire, je sais pas. Et quand on va, par exemple, faire des courses au centre-ville, eh ben, c'est agréable de flâner dans des rues agréables, avec une belle lumière, avec une bonne odeur, avec des animations, avec des beaux magasins bien achalandés. De la sécurité. Avec des gens qu'on croise dans la rue qui sont souriants, qui vous disent bonjour. Enfin voilà, c'est un tout, c'est un ensemble. On oublié beaucoup de commerçants, voilà. Le fameux SBAM. Ouais, mais après, voilà, c'est un ensemble. C'est agréable de déambuler dans une rue commerçante, d'aller flâner dans des vitrines. Donc voilà. C'est le concept qu'a créé Style, c'est-à-dire qu'on a des grandes allées avec des grandes vitrines. Ils ont recréé un centre-ville, quoi. C'est un peu le Disneyland du commerce, quoi. Où on a tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Et effectivement, le centre-ville se déplace. Mais est-ce que c'est le centre-ville? Je pense pas. Parce qu'il y a quand même énormément de commerces de centre-ville qui sont assez exceptionnels. Un artisan comme Marc Zimmermann qui répare des horloges ne pourra jamais aller à Style. Et il ira jamais parce que les gens viennent le voir parce qu'il a un service unique, des compétences exceptionnelles et un savoir-faire. Et ça, on le trouve nulle part ailleurs. Donc si ce type de commerçant reste,
forcément, il y a des marques connues de vêtements qui sont au centre-ville et qui vont y rester parce qu'ils sont à côté les uns des autres et qu'ils sont commerçants, qu'ils ont le sens du service, que c'est pas de la grande distribution, c'est du commerce de proximité avec tout un savoir-faire et des conséquences et des connaissances. Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution miracle et qu'il faut que chacun s'adapte. Il y a un moment donné, 2021, moi il y a une rue à Roche-la-Molière qui était commerçante avant. Aujourd'hui, elle est plus commerçante. Et on annonce que les rez-de-chaussée seront des habitations, point barre. Et il y a des quartiers sur Saint-Étienne où il faut dire que les rez-de-chaussée, il n'y aura plus de commerce, qu'il faut faire des habitations et faire du commerce alimentaire de proximité du quotidien sur des zones de chalandise pour que ce soit cohérent. Mais à un moment donné, enfin voilà, maintenant, moi je ne suis pas à Saint-Étienne, je ne suis pas maire de Saint-Étienne, mais je suis observateur et j'ai été président des commerçants de Saint-Étienne. Et donc je connais les problématiques dans les quartiers, mais ce n'est pas un phénomène nouveau. C'est un phénomène qui a démarré il y a 25 ans. C'est pareil dans toutes les villes de France. 25 ans, 30 ans. Et toutes les villes de cette taille-là ont la même problématique. Montpellier, ils ont sorti le centre-ville de l'extérieur pour faire une nouvelle zone de chalandise. Donc il faut adapter la mutation de ce qui se passe. Et puis on a aussi la révolution du commerce en ligne, qui est quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne touche pas, mais qui va faire des ravages dans les mois et les années qui viennent. On le voit déjà, l'évolution. Et on va avoir des centaines de milliers de mètres carrés de friches commerciales dans toute la France. Et ces friches commerciales, ça va faire comme les friches industrielles il y a quelques années. Comment les réhabiliter, les reconvertir, ça coûte cher à reconvertir, etc. Est-ce que le zonage est le bon pour ce type d'activité ou est-ce qu'il faut le... Donc il y a des enjeux énormes, ouais. C'est important. On va passer à la partie politique. Je ne connais pas. Vous étiez vice-président de Saint-Étienne Métropole. Ouais. Vous ne l'êtes plus. Non. Est-ce que vous avez eu des explications? Est-ce qu'il y a eu une raison? Est-ce que vous avez mal fait votre travail pour les déchets? Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, je suis maire de Roche-la-Molière, réélu au premier tour. Non, en fait, le président a voulu avoir une autre équipe. Donc, il m'a appelé le lundi soir pour me dire que le lendemain, il ne me proposerait pas en tant que vice-président. Et donc, la seule raison, c'est qu'il n'avait plus confiance en moi. Donc après, je ne sais pas, on n'a pas eu le temps de discuter. Un jour, on rediscutera peut-être en tête à tête. Comment se fait-il que Saint-Étienne Métropole, c'est quelque chose de assez gigantesque, presque j'ai envie de dire, que c'est la volonté d'un seul homme? Je pensais qu'on était en démocratie. Quand on élit les vice-présidents, c'est pas plusieurs personnes qui proposent, c'est une seule personne qui décide pour tout le monde? C'est souvent comme ça dans les métropoles, ouais. Ça se passe souvent comme ça. Parce que le président de la ville, le maire, président de la ville-centre, organise les choses à l'avance et puis il voit comment il organise son équipe. Et puis, une fois qu'on lui propose à quelqu'un d'être vice-président ou pas, il choisit. Moi, je me rappelle très bien en 2014, il m'avait appelé, il me dit « Eric, qu'est-ce que tu préfères? Les deux plus grosses délégations, c'est le transport ou les déchets. Tu choisis, tu m'appelles demain, tu me diras ce que tu préfères. » Vous avez choisi les déchets? Ouais. Pour quelle raison à l'époque? J'avais choisi les déchets parce qu'en fait, j'étais en relation directe avec les élus et c'est un sujet qui m'intéressait parce que sur Roche-la-Molière, on a un centre d'enfouissement des déchets. Tout à fait. Et je voulais comprendre le mécanisme en interne du fonctionnement de la gestion des déchets et les enjeux et le mécanisme. Et j'ai appris très vite et j'ai trouvé des solutions et j'ai fait des propositions. Et j'étais présent sur les 53 communes de la métropole pour trouver des solutions, être dans les conseils municipaux, travailler avec les élus pour améliorer le service, ce qu'on a fait pendant 6 ans. Ouais. Justement, on a entendu beaucoup de choses, des odeurs, des pétitions. Votre décharge à Roche-la-Molière, c'est géré comment là aussi? Quel est le rôle ou quelle prérogative vous avez sur une décharge dans votre commune? Alors déjà, c'est l'État qui contrôle, qui surveille. Mais nous, on n'a pas d'ingérence à faire parce que c'est comme une entreprise privée. Hein. C'est une entreprise privée qui est propriétaire d'un site de 70 hectares. Mais les odeurs, elles ne sont pas privées, elles sont pour tout le monde? Oui, on en a beaucoup moins. Ça s'est bien amélioré depuis pas mal de temps. Mais il faut être vigilant parce que quand il y a un nouveau casier, une nouvelle organisation, il peut y avoir des jours un peu plus compliqués. Et on parle beaucoup d'écologie. C'est normal, quoi, des déchets qui viennent... je ne sais pas jusqu'à où ils viennent, mais qu'on les enterre dans la terre et qui... Mais oui, mais ça, c'est... Il n'y a pas d'autres solutions en 2020? Si, bien sûr qu'il y a des solutions. Il y a des solutions depuis des années, il y a des solutions. Après, c'est une question de volonté. Donc, moi, j'ai la volonté, mais c'est une volonté ou c'est une question d'argent, encore une fois? C'est une question de volonté. Mais quand on paye l'enfouissement, je ne sais pas, 70 € la tonne, et que s'il faut qu'on le traite, on le paye 140 € la tonne, et ben quand on est élu et pas concerné, on s'en tape. Donc,
Si on habite dans la vallée du Gier ou dans la vallée de l'Ondaine et qu'on n'est pas à proximité d'un site d'enfouissement, on préfère payer 70 € que 140. C'est pas compliqué. C'est une question économique. Bah oui, c'est pas compliqué. Mais au niveau écologique, comment on peut... J'aurais beaucoup d'exemples, hein, parce que malheureusement, moi aussi j'ai un peu d'âge, mais comment on peut léguer à nos enfants des terrains qui vont être pollués, abîmés? Le site existe depuis 1972. Ouais. Et il va durer jusqu'en 2053. Donc on aura une bonne montagne de merde. Et ben là, on avait une vallée avec un gouffre, et maintenant on a une petite colline, et on aura une montagne. Ouais. Et tous ces déchets qui sont dans le sol, alors, les à déchets, aucun moment ils vont toucher les ruisseaux qui sont en profondeur. Eh bien, il y a une station d'épuration, ouais. C'est contrôlé par l'État, il y a tout un système pour la gestion des lexivia, c'est le jus des déchets, ouais. Il y a toute une organisation, mais moi j'avais proposé sur la précédente mandature un nouveau cap, c'est la gestion des biodéchets, le développement des biodéchets sur l'ensemble de la métropole et même l'ensemble du Sud-Loire et une partie de la Haute-Loire, donc on avait trouvé un système pour travailler ensemble, et pour faire un nouveau centre de tri qui permette d'accepter tout, même les films plastiques, pour simplifier le geste du tri. Donc on devrait faire un centre de tri, on devrait, donc tout est prêt, voilà, mais je ne suis plus là. Il y a des villes notamment, j'ai vu, qui font payer à ce qu'il y a dans votre poubelle. Ouais, est-ce que ça c'est l'avenir? Ouais, mais c'est pas possible pour nous. Et comment on fait? Parce que je suis le premier à dire, ma poubelle, je vais la mettre dans celle de mon voisin. Ouais. Donc je sais que dans des villes, il y a des cadenas, donc ça devient un peu compliqué. C'est pour de l'urbain ou de dense, c'est pas possible. Quand on est en pleine campagne dans le Larzac, c'est super ça, c'est impeccable. Les gens, ils sont espacés, la ferme d'à côté, ils sont pas les uns sur les autres. Et là, en plus, ils ont du compost. Là, ça marche super bien. Pour les petites collectivités très, très éparpillées, c'est une très bonne solution. Mais pour des collectivités comme nous, où on a de l'urbain, du dense, du vertical, enfin, c'est pas possible. C'est ingérable. Mais il peut y avoir une taxe proportionnelle à l'intérêt général. Donc, évolutif, il y a des choses qui peuvent se faire. C'est quoi l'avenir du déchet, alors? Parce que j'ai envie de vous dire aussi, on parle de déchets, mais est-ce que quand on achète 4 yaourts, on a besoin d'avoir 1 kilo de carton et de plastique avec? Mais un consommateur, c'est un consommateur. Oui. On revient sur style. Hein. Il y en a beaucoup qui disent il faut défendre les commerçants, les commerçants. Il y a eu une rencontre, il y a une manif qui a été organisée pour défendre les commerçants. Il y en avait combien qui étaient à la manifestation? Mais c'est pas la manif qui est importante, c'est sa façon de consommer. Oui, voilà. Donc il y avait une centaine de personnes. Et personne n'est irréprochable. Et il y avait combien de personnes à l'inauguration ou à l'ouverture du style? Je ne sais pas, j'étais pas invité. Il y avait des milliers de personnes qui sont allées à 16h à l'ouverture, ils ont couru pour rentrer, ils n'ont pas couru pour aller manifester pour défendre des petits commerçants. Donc on voit bien que le consommateur guide les choix et le consommateur vote. Donc est-ce qu'on a des gens qui sont des citoyens ou est-ce qu'on a des consommateurs? Donc le rôle d'un maire comme moi, c'est de transformer ces consommateurs en citoyens et de s'approprier l'intérêt général qu'est la collectivité, et de se dire, ben voilà, moi je ne vais pas laisser la lumière parce que c'est nous tous qui payons. Ou il y a une saleté par terre, je vais la ramasser parce que c'est pas normal. Alors, on n'a pas tous cette logique-là. Mais il y a une contre-offre. C'est l'élection des maires de la Loire, l'association des maires de la Loire. Ouais. Comme vous avez un peu de temps qui s'est libéré avec la métropole, est-ce que ce n'était pas une candidature aussi qui était pour vous? Ça ne sert à rien de multiplier les candidatures. Hervé Reynaud s'est positionné avant, donc on ne va pas faire 50. Alors, il y a plusieurs associations des maires. Il y a l'association des maires ruraux, il y a l'association des petites villes de France, c'est des villes de 2500 à 25 000 habitants, et il y a l'association des maires de France. Donc, il y a 3 associations des maires avec des spécificités. Donc, c'est vrai que l'AMF, l'association des maires de France, est la plus grosse, mais il y a aussi les 2 autres associations qui sont complémentaires à ce dispositif, à ce regard pertinent de la fonction d'élu des 36 000 communes de France. C'est justement, quel est son rôle à cette association? C'est l'amicale des maires ou c'est quelque chose qui a un vrai sens? Il faut éviter que ce soit l'amicale parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Si c'est pour se retrouver et puis boire l'apéro, c'est bien, mais ça va bien 5 minutes. Non, que ce soit les 3 associations, elles sont là pour défendre les communes, d'avoir des relations privilégiées avec les préfectures, avec l'État, avec les organismes publics pour travailler correctement. Et c'est vrai que c'est mieux de se regrouper pour travailler dans l'intérêt général. Donc, mais c'est des associations où aussi on peut avoir de la formation,
où on a des connexions avec des ministères, des choses comme ça. Donc c'est important d'être dans une de ces 3 associations ou dans 2 des associations pour avancer. On revient toujours à l'emploi du temps et à la politique. Est-ce qu'il y a des choses qui, dans le futur, vous intéressent? Je ne sais pas, on a des élections qui arrivent, les départementales, les régionales, on aura la présidentielle en 2022. Je ne dis pas que vous allez vous présenter à la présidentielle. Attention, Non, il y en a déjà un qui a envie, donc c'est pas la peine. Mais comment vous vous positionnez pour les départementales, les régionales? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'ouvre là? Ou alors il y a des demandes, des envies? Comment ça se passe là, au niveau politique? Bah après, si je vois que c'est complémentaire à mon job d'élu de maire, c'est quand même bien d'avoir un pied au département ou à la région, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font à la région, même si on n'est pas dans la majorité ou dans l'opposition. C'est important d'avoir les infos et de le vivre. Et on ne peut pas être partout, hein. Moi, je ne veux pas aller à la course au mandat. J'ai un mandat. Le dernier mandat, j'en avais 2. Donc voilà, il y en a qui en ont 15, 20, 30. Moi, j'aime bien faire les choses à fond et comme il faut. Donc sinon, ça ne sert à rien. Mais le département, c'est intéressant parce qu'il y a un sujet qui me porte, c'est la dépendance, l'autonomie, le 5e risque pour les seniors, ça c'est important. Et puis à la région... Là, on est complètement dans le rôle du département, les personnes âgées. Et à la région, ce qui m'intéresse, c'est l'économie, le développement économique, l'attractivité, les relations avec le Lyon et son environnement. Donc voilà, tout ça est intéressant et important. Donc peu importe les collectivités, il y a des sujets qui sont intéressants des 2 côtés. Maintenant, il faut voir comment c'est porté. Donc je ne sais pas, on verra dans quelques semaines, quelques mois. Mais c'est des choses qui se préparent, ça. Donc est-ce qu'il y a eu des approches, des contacts? Comment ça se passe? Ah mais moi, Le département, c'est un binôme, mais je crois que les régionales, c'est une liste. Les régionales, c'est une liste, ouais. Donc... on verra avec Agir, le mouvement dans lequel je suis, comment on organise les choses. Pour revenir à Agir, c'est un mouvement national. Oui. Comment vous êtes arrivé là? En fait, Agir, c'est un petit peu, de mon point de vue, l'UDF historique, où qui sont des gens... l'UDI aujourd'hui? Il y en a qui sont à l'UDI, mais il y en a qui sont à Agir. C'est un petit peu le centre droit... modéré, constructif. On n'est pas en soutien au président de la République, on est en soutien à la France ou au pays, au fonctionnement du pays. Il ne faut pas être contre tout le temps. Il y a des choses qui peuvent être bonnes ou mauvaises. La situation n'est pas simple, donc ça ne sert à rien de critiquer en permanence pour critiquer. Donc il y a des choses qui sont bien des 2 côtés, mais autant accompagner le pouvoir qui est en place et essayer d'apporter un regard pertinent, un peu différent peut-être de l'exécutif en place. Donc voilà. Et donc à Agir, quel est votre rôle là? Moi, sur Agir, je suis coordinateur départemental, donc pour tout le département de la Loire, pour organiser les choses. Donc voilà, ça se fait très simplement. On a parlé des départementales, des régionales. Est-ce qu'on pense déjà à 2022? Est-ce qu'on dit on va se positionner pour faire entendre sa propre voix? Moi, je me présente... Parce que je me souviens de la dernière présidentielle, je vous ai vu un peu dans les... Parce qu'il faut faire attention quand on est sur des photos. Je vous ai vu un peu dans l'optique En Marche. En fait, faut bien se rappeler du contexte à l'époque. Je me rappelle bien. Où on n'avait pas un choix qui... Enfin, moi, je n'avais pas un choix qui me faisait rêver. Et le seul choix que je voyais, c'était l'originalité, la démarche de Macron dans la présentation du projet, qui était un peu différente. Et vu le choix qu'il y avait, je me suis dit, c'est peut-être le moins pire de ce qu'on nous propose. Donc pourquoi pas? C'est là où on a vraiment évolué. On parle du moins pire. Oui, mais moi C'est pas quelque chose qui fait rêver, quoi, le moins pire. Non, mais je veux dire, on a des choix souvent par défaut. Je suis désolé, mais les présidentielles, c'est souvent voter contre l'autre. C'est pas voter pour un. C'est bien le problème. Donc, c'est peut-être pour ça que pendant 5 ans, on critique, alors. C'est ça le problème, c'est que on n'a pas trouvé un De Gaulle, on n'a pas trouvé quelqu'un qui est unanime, qui est rassembleur, qui donne envie, qui fait rêver, qui donne un objectif, un cap. Et qui propose un vrai projet. Ouais, mais c'est pour ça, je pense qu'il faudrait qu'on revienne à une présidentielle de 7 ans ou de 10 ans, mais que ce soit qu'un seul mandat, qui fasse... Il sait que c'est un seul mandat qui fait tout d'un coup et puis qui... 10 ans, ça serait un peu long. Mais si 5 ans, c'est trop court, on voit déjà sur un mandat sur une commune, 6 ans, c'est rapide, on n'a pas le temps de tout faire. Alors pour un pays, et puis il faut quelqu'un qui vienne, il fait de l'abattage, quoi. Hein, il dit, c'est comme ça, c'est pas autrement, on y va et point barre, quoi. Pas faire d'édulcorant, mais bon... Vous dites, c'est intéressant que 6 ans, c'est trop court pour une commune. Ouais. Quelle serait la durée idéale? Je sais pas, mais un mandat, on organise, on découvre, on donne le cap.
Et le deuxième mandat, c'est un peu pour concrétiser les projets qu'on a voulu initier et finaliser des choses qu'on a voulu initier. Donc 2 mandats, c'est pas mal. Donc 6 et 6, ça fait 12. C'est pas mal pour construire et développer une vision, des actions, des choses comme ça. Ça veut dire qu'au bout de 2 mandats, vous allez vous retirer? Bah peut-être, ouais. Parce que moi, ça m'a toujours choqué. Je vois des gens qui sont là depuis 4, 5, 6 mandats. Mais en fait, Et une fois qu'ils passent la main, c'est Ouais. leur fille ou leur gendre qui prennent la mairie. Ouais. On a vraiment l'impression que c'est les châtelains, quoi. Ouais, bah ouais, ça peut arriver, ouais. Mais moi, je suis pas, je me projette pas là. Déjà, j'essaie de démarrer le mandat, j'essaie de trouver un intérêt et un plaisir à faire les choses. Et si je trouve plus de plaisir ou plus d'intérêt, je vais faire autre chose. Justement, c'est quoi qui vous motive tous les matins? C'est le plaisir, c'est l'action, c'est rencontrer des gens? Alors là, je suis très frustré en ce moment parce que tout le monde a un masque, mais c'est les sourires. Ah oui, ça c'est compliqué. Donc quand je viens le matin à la mairie, que je vois des sourires, bonjour monsieur le maire, comment ça va? Et ben voilà, c'est ça mon moteur, c'est l'essence, c'est de rendre les gens heureux, qu'ils soient contents de vivre où ils vivent, de trouver des solutions, de gérer leurs petits problèmes, de leur donner un cadre et un environnement agréable, des services de qualité. Enfin voilà, c'est ça qui motive. Il y a une question aussi que j'avais posée il y a 6 ans à beaucoup de candidats et je vais vous reposer. On l'a vu, vous êtes quelqu'un qui s'expose beaucoup. Comment vous vivez les critiques? Bah, je dois être sourd à peu près, hein, je Ouais. pense. Ouais, je m'en fous. C'est pas facile ça d'entendre toujours des critiques. Ouais, j'entends plus de choses positives que négatives. Vous mais- gardez tout ce qui est positif et ce qui est Ouais, négatif, ouais, vous le mettez dans un ouais. petit coin? Ouais, ça, je m'en fous. Ouais, vous dites que Terres agricoles, les terres naturelles pour préserver la qualité de vie, l'environnement. Et donc on est dans la reconstruction, aménagement, pour qu'on reste d'une ville de 10 000 habitants à peu près. Donc pour qu'on reste dans cette logique-là. Donc si on reste dans la projection, si on parle sport, culture, économie, c'est quoi donc les 6 ans qui viennent là, de votre Sport. deuxième et dernier mandat? Ah ouais, dernier, ouais, peut-être. Ouais. Je sais pas, l'avenir, j'en sais rien. Mais personne ne le sait. Hein. Cher Gilles, ce que demain est fait. Sauf dans 6 mois, je suis plus là, donc j'en sais pas. On sait pas ce que demain est fait. Mais en sport, on a tout un quartier qui est en rénovation, c'est le quartier de la Varenne, où on va faire tout un site sportif réhabilité, rénové, réaménagé, tout ce site. En économie, eh ben, on a des commerces qui se développent, qui s'agrandissent, donc on va avoir un vrai pôle commercial de qualité, hein. On a l'Intermarché qui se refait, le centre-ville aussi. On a vraiment du commerce complémentaire sur Roche et du stationnement, de l'accessibilité, on facilite les choses. En loisirs, on a un pôle culturel, on a des animations, on a de la vie, on a l'art qui est dans les rues, on a une multitude de choses comme ça, donc c'est important d'avoir tout ça. Justement, en cette période compliquée, est-ce que c'est facile aussi pour de votre commune, les artistes et tout ce qui est spectacle, comment on fait là aussi pour donner un coup de main? Parce que vraiment, il y en a qui sont vraiment en galère. On est en alerte rouge. Ouais. On est une des seules communes à avoir mis la lumière rouge sur la façade de l'Opsis pour J'ai vu ça sur alerter. un site. Il y a pas mal de communes en France qui l'ont fait. On doit être les seuls dans la Loire à faire ça. Parce que sans les artistes, on n'a pas de rêve d'évasion. Et on a besoin de cette culture qui permet d'évader. Si on n'a que la culture américaine avec les réseaux sociaux et toute la communication numérique qu'on nous impose, eh ben, on ne peut pas s'évader dans d'autres choses. Donc c'est important d'avoir des écrivains, d'avoir des peintres, d'avoir des comédiens, d'avoir des artistes. Et ben voilà, nous on essaye d'être un bouillon de culture, d'ouverture sur la commune pour que tout le monde puisse s'exprimer. Le street art, ça continue? Ouais, mais d'une façon un peu différente. On va faire y a des petites idées sympas là, qui viendront bientôt. On va voir comment on met ça en place, mais on va créer la surprise. Très bien, donc il y a plein de belles choses qui arrivent encore dans les années qui viennent. Oui, alors le street art, c'était dans le cadre du renouvellement urbain, où je voulais vraiment qu'on imprime la marque de l'art urbain dans les rues, dans le cadre du renouvellement. On est devenu un spot international du street art, donc ça c'est important, mais on va aller vers l'art contemporain, on va garder le street art, on va faire des choses un peu innovantes, ça va être sympa. Dernière question pour clôturer ce rendez-vous. Ah, alors je m'approche. Humour, attention, on n'a pas le masque. Si j'ai bien compris, en 2022, on a parlé des présidentielles, il y aura les législatives. Ouais. Si j'ai bien entendu, le député qui est ici ne se représentera pas. Ah non, Régis, a priori, il arrête. Ouais. Voilà. Donc, est-ce que le maire de Roche-la-Molière, Éric Hubert-Livet, pourrait être député? Lui qui est... Franchement, j'aurais C'est pas quelque chose aussi qu'on j'aurais pu y aller en 2017, mais j'y suis pas allé. Donc, on est bien ici, hein, d'aller à Paris 2-3 jours par semaine, c'est bien joli, mais la vie parisienne, j'aime bien de temps en temps, mais toutes les semaines, c'est pas encore ma tasse de thé.
Mais d'avoir des responsabilités différentes, nationales, dans d'autres domaines peut-être, je sais pas, enfin j'en sais rien. Aujourd'hui, on a déjà l'urgence à gérer, il y a des choses. Ce qui est important, c'est de savoir quelle motivation on a de faire telle ou telle chose. On a eu un mandat, les habitants nous ont plébiscité pour gérer la commune, continuer à gérer la commune, donc c'est un honneur déjà. Mon complément, je m'étais beaucoup investi dans la métropole. Ça me donnait beaucoup de temps. J'ai beaucoup travaillé sur la métropole. Donc, effectivement, j'organise la vie de la mairie un peu différemment. Mais j'aimerais aussi avoir un pied dans l'activité privée parce que ça manque aussi. Donc voilà, on verra dans les 6 mois qui viennent. On ne va pas s'énerver. Un sujet dont j'ai oublié et qu'on va terminer donc en beauté. J'ai reçu un mail il y a 2 jours. Ouais. On a un projet sur la métropole stéphanoise d'une grande patinoire olympique. J'ai vu qu'il y a certains maires qui n'étaient pas tout à fait d'accord. Ben moi. Oui. Comment on fait là aussi pour faire entendre sa voix quand on est minoritaire? On n'est même plus vice-président de métropole. Mais en fait, quand j'étais vice-président, je m'étais abstenu déjà sur le projet. Donc c'est pas nouveau. Déjà en octobre dernier, j'ai demandé quels frais de fonctionnement, d'avoir des détails. C'est flou. Donc on dit, c'est comme si je disais, moi j'ai envie de faire une tour Eiffel, tiens ici, là, ça va coûter 30 millions. Allez, on est d'accord? Ouais, c'est le rêve qui paye. C'est les 53 communes qui payent. C'est ça qui n'a pas bien. Il y a des équipements qui se font dans la vallée du Gier, il y a des équipements qui se font à Saint-Étienne, mais il y a très peu d'équipements qui se font dans la vallée de Londaine. Donc ça serait bien qu'on ait un équipement dans la vallée de Londaine aussi de cet ordre-là. Est-ce que ça a un côté politique? Oui. Parce que la mairie, la ville Saint-Étienne est à droite. Londaine était quand même assez taxée d'anciens bastions communistes. C'est pas ça, mais... Est-ce que ça joue encore dans les rapports? Non, je pense que c'est surtout l'histoire de la patinoire. On peut le dire, faire une patinoire olympique, on a envie de faire une patinoire olympique. Bon, si tout le monde est d'accord là-dessus, on avait parlé d'une piste de vélo, là, un vélodrome. C'était aussi prévu d'en faire un il y a quelques années, il n'a jamais été fait. Enfin, il y en avait surtout un qui a été rasé il y a quelques années, quelques décennies. Quoi. Ouais, mais je pense que la conjoncture qu'on vit en ce moment, il faudrait qu'on mette le paquet plutôt dans l'accompagnement des entreprises, des commerces, les commerces de Saint-Étienne, les commerces des villes alentours, les artisans, les industries aussi. Les industries, enfin tous ces gens-là qui vont être dans la difficulté. Il y a un plan national de relance qui est fait, un plan départemental, régional. Il faudrait qu'on ait un plan métropolitain aussi, complémentaire des restes, et il faut mettre le paquet dedans. Je veux dire, sans emploi, on n'a plus d'activité, sans entreprise aussi. Elles sont toutes en difficulté. Il faut réinjecter l'argent qu'ils ont versé dans les impôts, le remettre dans l'économie. On se construira des équipements plus tard. Il faut faire avec ce qu'on a, entretenir les routes, les réseaux, faire fonctionner les services publics, la gestion des déchets, tous les services régaliens d'une métropole et d'une mairie et d'une ville. Et puis les gros équipements, on les repousse. Déjà qu'on fasse fonctionner ceux qu'on a, qu'on entretienne déjà ceux qu'on a, et puis on verra après. Mais moi, pour l'instant, je trouve que c'est déplacé et c'est luxueux de vouloir faire une patinoire aujourd'hui. Est-ce que dans votre entourage de maire, vous avez un peu ce sentiment aussi qu'on vous suit, ou alors vous êtes complètement à la marge? On va suivre le grand chef. Parce que le chef a dit. Et le chef permet d'avoir un statut, une place, et puis voilà. Donc ou alors on a peur du chef. Et le fait d'être comme ça un peu indépendant, ça ne vous pose pas de problème? Vous n'avez pas des retours de bâton, comme on dit? Parce qu'il y en a certains qui ont un tout petit pouvoir et qui ont des retours de bâton déjà. Donc vous qui êtes une commune qui est dans la métropole, il n'y a pas des retours de bâton? Dans une métropole, on est traités tous de la même façon. Donc, si on traite une commune moins qu'une autre, non, on est là sur une unité générale. Donc, tout le monde doit jouer le jeu. Moi, je défends la métropole, c'est important. On a une belle métropole, on a du personnel compétent, on a des services exceptionnels. Il faut garder ce cap-là. Maintenant, là où c'est dans les investissements. Je veux dire, on a déjà offert un gymnase énorme pour le basket de Saint-Chamond. On va peut-être se calmer un peu. On en a mis pour 70 millions d'une ligne de tram pour Saint-Étienne, 30 millions pour un gymnase. Ça fait déjà 100 millions sur le dernier mandat. On va peut-être lever un peu le pied sur ce mandat. Ça serait peut-être bien qu'on fonctionne, qu'on fasse des trucs, qu'on entretienne notre patrimoine, qu'on défende l'économie, l'attractivité économique, et puis on verra après. Enfin, je pense que c'est plus simple. Éric Berlivet, merci. Le mot de la fin, c'est quoi?
Protégez-vous, soyez positifs. Je l'ai entendu dans les années 80, mais c'était pas le même Ouais, sujet. protégez-vous. Ouais, mais on peut se protéger des deux côtés, hein. C'est pas un souci, ça. Et non, non, mais la vie est courte, la vie est belle. Faites attention à vous et puis soyez heureux. Voilà. Après, avec toutes ces contraintes négatives qu'on a autour de nous, ben, regardez le positif dans tout ce qu'on a autour de vous. C'est vrai qu'on a toujours tendance à garder ce qui est négatif et moins retenir le positif. Voilà. Et puis, gardez le sourire. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir reçus dans votre mairie. Bah, vous êtes chez vous. Et puis encore une fois, je l'ai souvent dit, hein, Éric Berlivet, quand on l'appelle, il répond présent, il ne regarde pas les côtés politiques, il regarde l'humain et ça c'est la base pour Mais moi. les années passent, mais le contact reste le même. À Merci bientôt. beaucoup. Salut. À bientôt sur Droit Citoyen ou ailleurs.